Eh bien bonsoir, vous vous êtes connectés donc sur la chaîne des cours du Parnasse pour avoir ce soir quelques moyens, quelques pistes, quelques renseignements, quelques astuces pour essayer de bien réussir le bac en mathématiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bac de mathématiques? Quand est-ce qu'il faut se mettre à le réviser? Et etc., etc. On va essayer de répondre aux questions ce soir. Tout d'abord, donc, la structure de ce bac de maths. Vous avez tous certainement passé des bacs blancs. Vous êtes intéressés donc par ce sujet de mathématiques qui va vous arriver au mois de juin maintenant et ça se rapproche. Et donc, vous vous dites, voilà, bon, bah, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? On va regarder déjà un petit peu ce qui est tombé en 2018 ensemble. Alors, hop. Ouais, hop. Alors, donc le sommaire, ce soir, d'abord. Donc, on va regarder la structure des sujets de maths classiques. On va regarder un bac type. On va se donner donc les moyens de savoir réagir le jour J. Et puis, on regardera quelques sujets qui sont tombés donc en mars de cette année, donc puisqu'il y a quelques sujets qui sont tombés en mars 2019. Et donc, on va regarder les contenus de ces sujets de 2019, en tout cas des extraits, puisqu'il faut absolument que je finisse dans un temps limité et évidemment, je ne vais pas pouvoir traiter la totalité des choses. Bien, alors, donc comment ça se passe un sujet de maths? Ça dépend un petit peu, en fait, des années, mais généralement, il y a entre 4 et 5 exercices. On voit un petit peu apparaître quelques exercices à 3 points avec des prises d'initiative. Il y en avait 2, je les ai listés tout à l'heure, on va le voir ensemble, qui sont toujours un petit peu stressants pour les élèves parce que là, effectivement, on ne sait pas trop comment faire. En tout cas, on n'est pas guidé. Donc, il y en avait 2 en 2018, il y en aura peut-être plus cette année. On va voir la tendance. Donc, on va regarder d'abord pour les élèves de S. Donc, ce qui s'est passé donc en 2018, sur 13 sujets, on avait donc effectivement, sur 13 sujets, on avait donc des probas partout, et des fonctions partout avec une forte tendance aux fonctions exponentielles par rapport aux fonctions logarithmes. Effectivement, puisqu'on a un 10 contre 3 pour les fonctions exponentielles contre les fonctions logarithmes népériens. Effectivement, peut-être plus de sujets peuvent tourner autour des fonctions exponentielles. C'est pour ça qu'on la rencontre bien sûr plus fréquemment. Les algorithmes présents quasiment partout, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 2 sujets dans lesquels il n'y avait pas de calcul algorithmique. Les complexes présents dans 8 sujets, la géométrie dans l'espace dans 7 sujets. Pour les spécialités, bien sûr, il y a des spécialités, il y a des exercices de spécialité dans tous les sujets. Et l'année dernière, il y avait 8 des sujets qui traitaient des matrices. Et donc, je disais tout à l'heure, donc ces exercices à prise d'initiative, il y en a 2. Voilà. Donc, c'est des petits exercices à 3 points qui vous laissent tout seul avec une question. Voilà. Donc ça, c'est pour les S de l'année dernière. Pour les ES, qu'est-ce qu'on a eu l'année dernière en terminale ES? Eh bien, en terminale ES, l'année dernière, nous avons eu dans tous les exercices, dans tous les sujets des suites, dans tous les sujets des probas, les fonctions, évidemment, dans tous les sujets, 9 exponentielles pour 4 logarithmes népériens, donc à peu près exactement la même tendance qu'en S, avec un point d'inflexion, c'est-à-dire le recours à la dérivée seconde dans 6 exercices, et de la lecture graphique, qui est très très importante dans 9 des exercices de fonctions. Ensuite, on avait de l'algorithmique partout. Les SP, eux, ont eu des matrices dans 6 sujets, et des QCM étaient présents dans 11 sujets, donc ça c'est quand même intéressant de voir la forte tendance à la présence de ces QCM, qui sont aussi parfois des vrais-faux dans lesquels il faut justifier. Voilà. Donc voilà la structure aujourd'hui. C'est-à-dire que pour réviser, effectivement, si je reviens ici sur les sujets de S, évidemment, on a des incontournables. On a des incontournables qui sont les suites, les probas et les fonctions. Déjà, maîtrisez ces 3 sujets et vous avez déjà fait un gros paquet du boulot pour le bac. Et sur les ES, si on re-regarde donc
Eh ben, c'est suite proba fonction. Là encore, en fait, c'est exactement donc les mêmes thématiques qui sont importantes. Ensuite, effectivement, une fois qu'on aura fait, là, on a 3 exercices. Et le 4e exercice, après, va dépendre un petit peu, effectivement, des sujets et des académies. Les QCM en ES sont généralement des QCM qui balayent la totalité du programme. Parfois, ils sont que thématiques, mais généralement, ils balayent la totalité du programme. En S, on a pas mal de vrais-faux et parfois des QCM, mais eux, ils sont plutôt une tendance à balayer les complexes et la géométrie dans l'espace. Voilà. Ça permet donc de mettre dans un seul exercice les 2 thématiques, géométrie dans l'espace et complexe. Bien, alors, maintenant, on ne va pas parler plus longtemps de tout ça. Donc, les exercices, vous allez les faire d'une certaine façon et je vais essayer de vous donner donc des méthodes pour appréhender donc un sujet de baccalauréat. Alors, j'ai essayé de faire ça en 7 points. 7 points pour donc essayer le jour du bac d'être efficace sur votre copie. Évidemment, cette efficacité, elle est nécessaire. Il ne s'agit pas d'aller d'un exercice à l'autre, etc., etc. Il s'agit d'être efficace. Efficace, c'est-à-dire prendre un maximum de points en ayant fait un minimum de choses. En fait, c'est ça un peu l'idée. L'idée, c'est de se dire, ben voilà, il faut que j'adapte ce sujet à mon niveau. D'accord? Et donc, je puisse répondre à un maximum de questions avec le niveau que j'ai aujourd'hui. Alors, comment faire pour être très efficace? Généralement, les élèves ont une forte tendance à se précipiter. C'est-à-dire, ils ouvrent le sujet, ils voient le premier exercice et ils vont à fond sur le premier exercice. Ce n'est pas du tout la technique qu'il faut adopter. D'abord, il faut prendre son temps. Les ES, vous avez 3 heures, les S, vous avez 4 heures, vous avez du temps. On se rappelle, très classiquement, que c'est la tortue qui a gagné et le lièvre, lui, a perdu. Donc, ce n'est pas en allant vite que l'on gagne des points. On va donc, premièrement, prendre le temps de parcourir le sujet dans son entier. On va se dire, tiens, j'ai un exercice sur les exponentielles, tiens, j'ai un exercice sur les suites, tiens, j'ai un exercice sur les complexes. On va donc parcourir, le lire en diagonale, parce que ce n'est pas nécessairement le moment de le lire vraiment précisément, c'est plutôt le moment de se dire, bon, donc on va le lire, ce sujet en diagonale. Et une fois que l'on l'aura lu en diagonale, eh bien, on va choisir un ordre de traitement des exercices. On va se dire, tiens, je vais me faire mon planning. Je vais d'abord commencer par celui-là, qui me plaît bien. Ensuite, je ferai celui-là, celui-là, et enfin, je ferai celui-là. Pour les ES, vous avez 45 minutes, en gros. Alors, comptant les minutes, etc., on va dire entre 30 et 35 minutes par exercice. Les S, vous avez, si vous avez 4 exercices, vous avez grosso modo entre 45 et 50 minutes par exercice, sans compter tous les temps que vous allez perdre à faire des choses diverses et variées, par exemple encadrer, relire, etc., etc. Bien, donc vous avez du temps. Donc une fois que vous aurez pris donc ce temps de mettre vos exercices dans l'ordre, qui évidemment est celui de vos préférences, vous allez commencer par un exercice que vous aimez, que vous savez faire. Il ne s'agit pas de vous confronter dès le début de l'épreuve à un exercice que vous n'aimez pas, parce que vous allez rentrer dans une spirale négative, vous allez dire franchement, c'est trop dur, j'y arrive pas, gna gna gna, ça m'énerve, etc. Voilà, qu'est-ce que je fous là? Non, non, il ne faut pas du tout avoir cette mentalité-là. Il faut se dire, eh bien, voilà, j'ai choisi de commencer par cet exercice, et maintenant que vous avez choisi cet exercice, maintenant vous allez le lire. Vous allez le lire avec beaucoup de précision. C'est très important de se dire que dans l'exercice, au baccalauréat, ils ont évidemment mis des réponses. En fait, ils ont mis suffisamment d'indices pour qu'avec un niveau de lecture pas trop mauvais, eh bien, tu arrives à trouver pas mal de points d'appui pour savoir si ce que tu es en train de faire est correct. Voilà.
Donc ça, c'est très important de bien repérer en lisant correctement l'énoncé tous ces points d'appui. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai écrit dans le point numéro 4. D'accord? Donc, il faut essayer de repérer des réponses. Par exemple, de plus en plus, il ne vous demande pas de calculer la dérivée, mais il vous demande de vérifier que la dérivée est égale à une certaine valeur. Ce qui veut dire que derrière, nécessairement, si on demande une équation de tangente, on pourra facilement calculer l'équation de tangente. Même si notre dérivée nous a pris du temps, on sait que déjà la question d'après, on va avoir les points. D'accord? Ou alors, inversement, ils vont nous donner une équation de tangente, ce qui nous permettra de trouver une dérivée, ce qui nous permettra de vérifier donc notre calcul précédent, etc., etc. Donc, ce genre de choses, c'est très, très, très important que vous y passiez un certain temps à lire cet énoncé. Idéalement, il aurait fallu que, d'ici au baccalauréat, vous fassiez des codes couleurs avec des fluos. D'accord? Par exemple, si vous êtes en ES, souvent, très souvent dans les exercices d'études de fonctions, ce sont des exercices qui ont une tendance à vouloir être dans le monde, c'est-à-dire qu'ils vont vous parler d'économie, de production, etc., etc., et vous allez avoir des unités. Eh bien, ces unités, leur grand jeu au baccalauréat, c'est de les changer de question en question. Vous commencez en tonnes, on vous donne un résultat en kilos. Vous commencez en francs, on vous demande un résultat en milliers de francs ou en centaines de francs, etc., etc. Donc tout ça, ça doit être surligné au départ. Parce que s'il est trop dommage d'avoir fait des bons calculs, mais de ne pas répondre dans la bonne unité. D'accord? Donc ça, ce sont des points qui sont essentiels dans vos lectures d'énoncés. D'accord? Donc, vous pouvez très bien vous faire un code couleur pour vous dire « ça, c'est important que je le note ». D'accord? Par exemple, l'ensemble de définitions, parce que souvent, on va avoir des ensembles de définitions qui ne vont pas forcément correspondre à l'ensemble des valeurs sur lesquelles votre fonction est définie. C'est-à-dire, vous allez avoir des intervalles d'études qui ne vont pas correspondre complètement à l'ensemble des valeurs pour lesquelles f existe. C'est-à-dire que si vous prenez votre calculatrice et que vous rentrez la courbe représentative, vous rentrez la fonction et que vous obtenez la courbe représentative de la fonction, il faudra bien penser à adapter votre fenêtre de la calculatrice à l'intervalle qui vous sera proposé dans l'énoncé. Voilà. Donc, tout ce genre de petites choses, qui sont des détails, vont finalement se transformer en points d'appui. Et ça, c'est très, très important de comprendre ça. D'accord? Parce que c'est avec ça que l'on va pouvoir étayer donc notre lecture de l'énoncé. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un point qui est très, très, très important. Ensuite, une fois que vous avez bien lu votre exercice, c'est-à-dire que vous vous êtes bien mis, vous êtes projeté, vous êtes mis en projet de faire les questions, c'est-à-dire que vous allez lire les questions les unes après les autres et vous allez vous mettre en projet de la faire. Ah oui, tiens, ça, je vais faire ça. La dérivée, tiens, c'est un quotient, donc je vais utiliser comme dérivée la forme U sur V, donc ça sera U prime B. Donc, vous allez déjà vous mettre dans la tête de faire la question, ce que vous allez écrire. Et vous ne l'écrivez toujours pas, c'est-à-dire que vous vous mettez en projet de l'écrire. Et ça, c'est très important. Et vous allez aller jusqu'à la fin de votre exercice. Et une fois que vous aurez été jusqu'à la fin de l'exercice avec cette mentalité-là, en disant « tiens, ça, je vais faire ci, après je vais faire ça, etc. », eh bien, vous allez vous mettre à le rédiger. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui est très, très important au bac, qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est la qualité de votre rédaction. D'accord? Voilà. Donc, vous devez absolument avoir une rédaction qui soit une rédaction qui montre que vous avez compris ce que vous faites. Et donc, vous allez rédiger un petit peu avec une structure classique, c'est-à-dire introduire, voilà, je vais faire ça, le faire, et puis ensuite conclure. Donc, dans une structure introduction, développement, conclusion. Voilà ce que je vais faire, je le fais, et je dis, voilà le résultat que j'obtiens, qui est, voilà, cohérent avec la question qui a été posée. D'accord? Par exemple, quelque chose de classique, étudier les variations de cette fonction. Très bien, donc pour étudier les variations de cette fonction, je vais calculer la dérivée, 2 points. Voilà, je calcule la dérivée, je vais en étudier son signe, 2 points. Voilà le signe de la dérivée. En conséquence, maintenant, voilà, je vais pouvoir vous donner le sens de variation de la fonction,
sur chacun des intervalles. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça, c'est très, très important. Une fois que vous avez terminé une question, vous vous relisez tout de suite, de façon à regarder si vous n'avez pas fait de faute. D'accord? Et vous mettez en valeur votre résultat. C'est-à-dire que le résultat, il ne faut pas qu'il soit à gauche ou à droite, caché dans un petit coin, etc. Le résultat, vous sautez 2 lignes et puis vous mettez votre résultat en valeur. D'accord? Vous l'encadrez, vous le surlignez, vous le soulignez, pardon, le surlignez pas, c'est généralement pas très beau. Vous le soulignez ou vous l'encadrez. En tout cas, vous le mettez en valeur de façon à ce que, effectivement, non seulement vous, si vous en avez besoin dans une question par la suite, eh bien, vous puissiez le retrouver facilement. Et puis aussi, il faut le mettre en valeur pour que le correcteur, à un moment de la correction, le voit facilement. Voilà. Donc ça, c'est ultra important de bien être dans chaque question, dans une situation d'une rédaction qui explique votre démarche, d'accord? Et surtout, dans une situation où vous concluez. On voit trop souvent des questions qui sont faites, et il n'y a pas de conclusion. Voilà, donc voilà, vous ne répondez pas à la question. Vous faites des calculs, mais vous ne répondez pas aux questions. Donc ça, c'est très important de bien vous mettre dans la tête que chaque question, il y a une introduction, il y a un développement, il y a une conclusion. Bien. Ensuite, une fois que vous avez mis en valeur vos résultats, il y a des règles sur lesquelles il ne faut surtout jamais transiger. La première règle, c'est qu'on ne commence jamais une question en bas de page. Alors pourquoi on commence jamais une question en bas de page? Parce qu'on va tourner la page pour finir la question, et en tournant la page, on a un grand risque de faire une faute d'étourderie. C'est-à-dire que le moins, il va se transformer en plus, le plus va se transformer en moins, le 2 va devenir 3, ou le 4, ou le 5 va devenir 8. Voilà, on ne sait pas par quel miracle, à chaque fois qu'on tourne les pages, il y a des fautes d'étourderie. Donc, avant de commencer une question, comme vous avez bien lu l'énoncé en amont, eh bien, ce que vous faites, vous allez vous dire, tiens, pour cette question-là, j'ai besoin de temps de ligne. Donc, vous allez peut-être mettre l'introduction d'un côté, mais vous n'allez commencer les calculs que de l'autre côté de la page. Il faut absolument, et pour vous et pour le correcteur aussi, c'est bien plus agréable d'avoir tout le développement sur la même page. Donc, il ne faut pas hésiter à aérer des copies. Vous avez le jour du baccalauréat des copies à petits carreaux. Donc, souvent, les élèves écrivent avec des copies à grands carreaux classiques depuis des années et des années. Et lorsque les copies à petits carreaux arrivent, vous avez vu ça l'année dernière au bac français, eh bien, lorsque ces copies à petits carreaux arrivent, on hésite. On se dit, est-ce qu'on doit sauter des lignes? Est-ce qu'on ne doit pas sauter des lignes? Etc., etc. Ne pas sauter de lignes, c'est affreux. Pour le correcteur, c'est affreux. Donc, il faut absolument sauter des lignes. Et comme ce sont des petits carreaux, on n'est pas obligé de sauter en fait 2 lignes. On peut sauter 2 fois 2 lignes pour encadrer le résultat. On peut sauter que 3 petites lignes, etc., enfin que 3 niveaux de carreaux pour mettre le résultat en valeur. Mais en tout cas, il faut absolument avoir dans l'idée que si tous les calculs sont sur la même page, vous minimisez donc la possibilité de faire des fautes d'étourderie. Ça, c'est vraiment dommage, hein, les fautes d'étourderie, parce que ça vous bloque. Souvent, vous ne la trouvez pas tout de suite parce que vous ne la voyez pas, parce que vous vérifiez sur la page, et puis après, vous vérifiez de l'autre côté, mais de l'autre côté, c'est bon, et sur l'autre page, c'est bon aussi. Et donc, vous ne voyez pas que c'est en passant d'une page à l'autre que vous avez fait une faute toujours stupide, hein, évidemment, un moins qui est devenu un plus, et des choses qui finalement, vont vous faire perdre un temps précieux. D'accord? Voilà. Ensuite, lorsque vous changez d'exercice le jour du bac, vous changez de page. Hein, vous commencez un exercice en haut d'une page, justement, de façon à mettre le plus possible d'informations dès le départ. Parce que si vous commencez un exercice en bas de page, voilà, déjà, vous êtes en train de tourner la page dès le départ. Donc ça, c'est très important. La pagination le jour du bac, elle est ultra importante. D'accord? Il y a même des professeurs qui conseillent aux élèves de prendre une copie neuve à chaque exercice. Voilà. Ce qu'on peut conseiller aussi, mais dans l'esprit aujourd'hui, évidemment, de sauver la planète, la multiplication de l'utilisation des feuilles de papier, donc, commence à être un petit peu moins à la mode. Donc, moi, je vous conseille déjà d'avoir une nouvelle page. Bien. De façon à bien structurer. Et donc, ces exercices, vous allez les faire dans l'ordre. D'accord? Alors, souvent, les exercices qu'on a trouvés difficiles,
au début de l'épreuve, et qu'on avait classé en 3e, en 4e position, etc., etc., le fait d'avoir bien réussi les premiers va vous donner une espèce de motivation qui va faire que lorsque vous allez arriver sur ces exercices-là, très fréquemment, en fait, les difficultés vont s'estomper. C'est pour ça que ce parcours préalable de l'énoncé dans sa totalité avec une classification des questions a une grande efficacité. Excusez-moi. Du coup, moralité de l'histoire, lorsque vous avez fait vos 2 premiers exercices, et que déjà vous êtes très content avec ces exercices-là, ne regardez pas les points. Souvent, il y en a qui disent « Oui, moi j'ai commencé par l'exercice qui valait le plus de points ». Quel est l'intérêt de commencer par l'exercice qui vaut le plus de points si tu ne les obtiens pas, ces points? Autant commencer par un exercice qui vaut 4 points, faire tes 4 points, et après tu feras l'exercice à 6 points s'il y a 2 exercices à 6 et 2 exercices à 4. Voilà. Donc, il ne faut pas du tout raisonner en termes de points, il faut raisonner en termes de plaisir. C'est-à-dire que vous êtes là aussi au baccalauréat pour montrer que vous avez travaillé quand même un petit peu pendant l'année et que vous allez mettre en valeur le travail que vous avez fourni. D'accord? Voilà, ça je pense que c'est très très important. Alors, donc du coup, on va regarder un petit peu, là parce que j'ai pas mal parlé, et on peut se dire, mais bon, alors, j'ai pas nécessairement choisi des exercices à rédiger parce que comme j'ai pas beaucoup de temps et puis surtout le but du jeu n'est pas de vous faire rédiger un exercice dans sa totalité aujourd'hui, mais en tout cas de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'ai pris donc dans le sujet qui est tombé en mars 2019, donc là très récemment, le QCM de ES et donc le vrai-faux DS. Voilà. Alors, on va passer donc maintenant au concret avec des petits exercices. Donc, voilà ce qu'ils ont eu. Donc, là, c'est un exercice de ES que les S peuvent faire. Hein. Les S, vous pouvez rester, hein, évidemment. Et après, on fera un sujet de S. Donc, ici, nous avons donc un QCM. Il faut simplement choisir la bonne réponse. Alors, les QCM, les élèves, ils les aiment bien parce qu'ils se disent « Bon, ben, je n'ai pas rédigé ». Ce n'est pas faux. Hein. Vous avez juste à cocher la bonne réponse. Vous n'avez pas à justifier de comment vous vous y êtes pris pour faire cette question. Le tout, c'est d'être capable de répondre. Alors, vous allez me dire « Mais on peut aussi faire ça à la calculatrice ». Mais absolument. C'est-à-dire que si votre calculatrice vous calcule la dérivée en un point, ben, vous demandez la dérivée en un point et vous allez obtenir la valeur et vous allez coucher la valeur. C'est-à-dire que ça vous demande 0 travail. D'accord? Ah si, ça vous demande quand même le travail de savoir comment il faut faire sur votre calculatrice pour obtenir la valeur de la dérivée en 0. Ce que toutes les calculatrices font au lycée, évidemment. Le tout, c'est d'avoir pris le temps, moi je dis toujours que c'est dommage, d'avoir un outil comme la calculatrice et de ne pas savoir l'optimiser le jour du baccalauréat, effectivement. Donc là, on pourrait effectivement se dire, bah, je vais prendre ma calculatrice, je vais rentrer ma fonction f, qui est une grande classique du grande classique, un logarithme népérien de x sur x, qui ne l'a jamais étudié. Évidemment, c'est partie des fonctions ultra connues. Et on va donc, il nous demande quelle est la valeur de la dérivée. Alors, hop, il nous demande quelle est la dérivée en e. Donc, voilà, première option, vous avez une calculatrice, vous savez vous servir de votre calculatrice, vous tapez donc sur celle-ci f' de e, et puis vous obtenez le résultat que vous encadrez sans aucun problème. Si vous n'avez pas pris le temps d'utiliser une calculatrice, d'apprendre à utiliser votre calculatrice, bah, vous allez faire la dérivée. Alors là, évidemment, dans un exercice comme celui-là, vous allez juste faire la dérivée, c'est-à-dire vous n'allez pas mettre toute la rédaction qui va autour, vous allez vous dire, bon, je vais faire u sur v, hein, c'est normal, et puis vous allez dériver log de x que tout le monde connaît, donc qui est 1 sur x, que vous allez multiplier par x, donc ça va vous donner 1, vous allez mettre un signe moins, évidemment, puisque vous savez que c'est u'v moins uv', et après, vous allez mettre la dérivée de x qui est 1, donc, et la fonction logarithme népérien, donc ça nous fait 1 moins ln de x. D'accord? Et 1 moins ln de x, lorsqu'on remplace x par e, ça fait 1 moins 1. Donc ça nous fait un numérateur nul. On aurait eu au dénominateur le x au carré dont on n'a pas besoin. Et donc la réponse est évidemment la réponse A. Voilà.
Donc, c'est relativement aisé d'avoir ce type de faire ce type de questions. Alors, on voit, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon introduction, qu'effectivement, très classiquement, les QCM ou les vrais-faux balayent. Donc là, on va sauter du coq à l'âne et on va passer donc à notre exercice qui nous dit entre janvier 2005 et décembre 2012, le prix hors taxe du tarif de réglementé du gaz a augmenté de 80%. Donc ça a augmenté de 80% entre janvier 2005 et décembre 2012. Donc déjà, il faut faire très attention à la lecture de l'énoncé, c'est-à-dire qu'effectivement, on est de janvier à décembre, d'accord? Donc janvier 2005 à décembre 2012, ça nous fait 8 années, donc, et non pas 7 si vous ne lisez pas bien l'énoncé. Donc là encore, vous voyez, c'est typiquement le genre de choses sur lequel on pourrait, si on ne va pas suffisamment lentement, eh ben c'est le genre de truc sur lequel on se fait avoir. On dit 2005, 2012, 7. Voilà. Allez, hop. Voilà. Et là, on s'en veut. D'accord? Bien. Alors, il nous propose des augmentations donc annuelles que l'on va tester. Alors, on pourrait résoudre l'équation, mais on ne va surtout pas faire ça, hein, puisque là, c'est hyper simple de le faire à la calculatrice. Donc, on va tester les valeurs A, B, C, D. Alors, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on teste les valeurs A, B, C, D, on fait B, C, B, C, B, C. Et puis après, on fait AD. Généralement, on fait les deux lettres du milieu et la première et la dernière. Voilà. Pourquoi pas les faire dans l'ordre? Classiquement, pour changer un peu. Et très souvent, on s'aperçoit que c'est soit la B, soit la C. Donc voilà. Donc c'est rarement la A, parce que tout le monde va le tester à la machine. Voilà. Donc vous testez. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous savez faire un pourcentage. Donc vous prenez votre pourcentage donc de 7,62%. Vous le divisez donc par 100. Vous l'ajoutez à 1. Vous l'élevez à la puissance 8 et vous regardez si ça donne quelque chose qui correspond à 80%. Et tout simplement, ben là, ça marche. On a de la chance, c'est le B. Voilà. Bien, donc ça va assez bien. Ensuite, nous avons l'exercice 3, donc soit UN, une suite géométrique. Donc, on connaît très bien les suites géométriques, ça ne nous pose pas de problème. On connaît la formule de la somme des termes d'une suite géométrique. Il n'y en a pas 36 des formules à apprendre sur les suites. Celle-ci, on va au moins l'apprendre par cœur. Et on a un premier terme qui est U1, et on a une somme qui va de U1 à U49. Alors, il faudrait quand même que je change la page, parce que moi, je l'ai sur mes dossiers. Hop, voilà. Voilà, j'y suis. Donc, on a une suite géométrique, je disais, et donc, on va de U1 à U49. Alors ça, c'est hyper sympa de commencer à U1. Ça, c'est dans les suites, vous voyez, là où il faut être hyper vigilant, c'est sur l'indice du premier terme. Là, c'est vraiment le point sur lequel il faut avoir beaucoup d'attention. D'accord? L'indice du premier terme. Alors, le rêve, évidemment, est que notre suite commence à U1. Parce que l'indice de la suite va correspondre au rang du terme. D'accord? C'est-à-dire que si la suite commence à U1, le U49, eh bien, c'est le 49e terme de la suite. Et U1, c'est le premier. Voilà. Donc là, on est dans un monde idéal. Voilà. U1, c'est le premier terme, U49, c'est le dernier terme. Et donc, on a 49 termes dans cette suite, dans cette somme de suites. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on va appliquer la formule. Voilà. Donc, quelle est la formule? C'est le premier terme multiplié par 1 moins la raison à l'exposant le nombre de termes sur 1 moins la raison. Et donc, on n'a plus qu'à chercher la formule qui fonctionne. Et là-dessus, je pense que tout le monde est capable de répondre. Évidemment, s'il y en a que ça amuse de chercher la réponse, j'attends les réponses sur le chat pour ceux qui écoutent. Alors, est-ce qu'il y en a que ça intéresse de répondre? Dans les 4 formules A, B, C ou D, quelle était la formule auquel il faut répondre? Bah oui, c'est la D. Absolument, il n'y a aucun souci. C'est Valentin qui gagne sur cette question.
Et c'est très bien. Donc, effectivement, on a là, sans aucun problème, la réponse à la question. Voilà, donc c'est plutôt tranquille. Ensuite, la question, alors celle-ci, elle est assez étonnante, la question 4, c'est pour ça que j'ai un peu aussi choisi de vous mettre ce sujet, parce qu'on a une loi uniforme. En fait, on les rencontre pas très très souvent, les lois uniformes en ES, donc comme son nom l'indique, la loi uniforme, elle est uniforme. C'est-à-dire qu'effectivement, la représentation graphique de sa fonction de répartition, c'est tout simplement une fonction constante, d'accord, sur un intervalle donné, et ça fabrique donc une bande, d'accord, de surface 1 entre, donc ici, entre 0 et 12. Donc entre 0 et 12, donc vous voyez, entre 0 et 12, on a une petite bande comme ça, là, hop, enfin il faut que vous voyez comme ça, voilà une petite bande, là, hop, hop, voilà, et sa hauteur, eh bien c'est tout simplement 1/12. D'accord? Donc chaque unité de cette bande représente 1/12. Voilà, c'est un petit peu compliqué à comprendre. 12 horizontalement, verticalement 1/12, 12 fois 1/12, ça fait 1. Donc chaque unité représente 1/12. Et là, il nous demande quelle est la probabilité que le temps d'attente d'un client soit compris entre 2 et 5. Donc, entre 2 et 5, il y a 3 minutes. D'accord? La probabilité d'une unité est de 1/12. Donc, la probabilité de 3 unités va être de... Et j'attends la réponse. Là encore, vous pouvez jouer. Alors, il y a Safia qui avait trouvé aussi tout à l'heure. Hein. C'est bien. Et donc là, encore une fois, si vous voulez vous amuser à trouver la réponse à cette question, donc là, on a une loi uniforme. Donc, une loi uniforme, c'est tout simplement une bande qui a pour largeur, donc, notre intervalle de départ, et pour hauteur, 1 sur la largeur de l'intervalle. Et donc, là, c'est la réponse. Alors, donc, on est d'accord que ça doit nous donner, donc, entre 2 et 5, on a 3. 3, donc, divisé par 12. Et voilà, très bien. Donc, Alice et Diane ont bon. Effectivement, c'est la réponse A, parce que 3/12, ça peut s'écrire, et ça doit s'écrire, 1/4. Voilà. Donc, on voit que cet exercice de QCM nous a fait traiter au début des dérivés, puis il nous a fait traiter des pourcentages, ensuite il nous a fait traiter des suites, et ensuite des probabilités. Voilà. Alors, est-ce que c'est un exercice, par cet exercice-là qu'il faut commencer le jour du baccalauréat? Si vous connaissez bien votre cours, c'est vrai qu'un QCM, ça nous met en jambes, ça chauffe. Ça ne demande pas de rédaction, on va juste présenter ça sur la première page de la copie parce qu'il faut simplement indiquer le numéro de la question et le numéro de la réponse. Donc ça ne prend pas beaucoup de place. Et on se dit comme ça, je commencerai le deuxième exercice que j'ai choisi à l'intérieur donc de ma copie. Ça me permet d'avoir une présentation qui est plutôt super sympa. Et ça... Ouais. D'accord. Ok. Vous voulez que j'écrive au tableau? Ah bon? Ah d'accord, ok, ça marche. Super, merci. Excusez-moi, c'est juste une petite interruption technique. Et donc, la question sur laquelle j'étais en train de vous parler, c'était de vous dire qu'effectivement, ça peut être un bon moyen, donc ce QCM, de vous chauffer. Mais il ne faut pas non plus que le QCM vous stresse en disant « Ah mince, cette question, c'est quoi ?» etc. et vous fasse rentrer dans une espèce de... Voilà. D'accord? Bien, alors ces 4 questions de QCM se poursuivaient, et ça c'est assez original, par un vrai-faux. Et donc là, dans le vrai-faux, ce n'est pas du tout le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'il va falloir justifier, d'accord, si la réponse pour vous est correcte ou non. D'accord? Et là, la justification, elle est nécessaire. Vous n'aurez pas de point si vous n'avez pas de justification à la question. Est-ce que c'est clair? Hein? Voilà. Alors, on va lire ensemble donc, cette question, qui est relativement classique, hein, puisque c'est relativement la mode aussi, donc d'avoir des intervalles de confiance ou des intervalles de fluctuation asymptotiques. Alors ici, ils nous disent, lors d'une élection, un candidat sollicite un institut de sondage pour qu'il détermine un intervalle de confiance, donc vous voyez, c'est un intervalle de confiance ici, donc avec un niveau de confiance de 95,
donc 0,95, de la proportion des intentions de vote en sa faveur. Afin que cet intervalle ait une amplitude inférieure ou égale à 0,02, l'institut de sondage doit interroger au minimum 10 000 personnes. Bien. Alors là, évidemment, qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, il faut savoir quelle est l'amplitude d'un intervalle de confiance. D'accord? Et donc là, il faut se remémorer son cours. Et quelle est l'amplitude d'un intervalle de confiance? C'est ça qu'il est intéressant de savoir. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui connaissent l'amplitude d'un intervalle de confiance? Est-ce que c'est connu ça? Est-ce qu'il faut qu'on l'apprenne? Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent ou pas dans les sujets du bac? Effectivement, c'est quelque chose qui est assez fréquent, c'est quelque chose qu'il serait de bon augure de connaître. Et donc, est-ce que quelqu'un pourrait me donner la réponse à cet intervalle de confiance? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va passer au sujet des S juste après les sujets de ES, mais ça, c'est quelque chose qui peut aussi tomber en S. Donc, tous les sujets, enfin, tout ce qu'on fait en ES tombe en S, c'est pour ça que j'ai mis les ES d'abord. Donc, effectivement, n'hésitez pas à rester si vous êtes en S et surtout à essayer de répondre à la question. Alors, borne supérieure moins borne inférieure, absolument, tout simplement. Et donc, comme notre intervalle de confiance, c'est f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n, donc l'amplitude de notre intervalle de confiance, eh bien, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 sur racine de n. Et donc, en fait, hop, on va écrire que 2 sur racine de n, 2 sur racine de n, eh bien, qu'est-ce que ça doit faire? 2 sur racine de n, on nous l'a dit ici. Eh bien, il faut que 2 sur racine de n soit inférieur à 0,02. Voilà. D'accord? Tout simplement. Donc, 2 sur racine de n inférieur à 0,02. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, il faut juste qu'on détermine racine de n. On va supposer que ça, c'est positif, ce qui est tout à fait cohérent. Donc, ça va nous faire 2 divisé par 0,02. Et on va mettre racine de n ici. Et 2 divisé par 0,02, eh bien, comme tout le monde le sait, ça fait 100. Donc, ça nous amène à racine de n supérieure à 100, c'est-à-dire à n supérieur ou égal à 10 000. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous disait, eux, dans l'énoncé? Ils nous disaient que, eh bien, on doit interroger au minimum 10 000 personnes, et c'est exactement ça. Vous voyez, ce n'est pas très difficile à justifier. Bien. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors ensuite, je pense que c'est devenu un incontournable du baccalauréat. La loi normale. Centrée, là non. Réduite, non. Celle-ci, elle n'est pas centrée réduite, parce que la loi normale centrée réduite, vous savez que c'est lorsque la moyenne, elle est égale à 0. Et donc, on connaît, effectivement, on a appris, il est nécessaire d'apprendre, donc, chaque intervalle correspondant donc aux amplitudes par rapport à la moyenne. Alors, ici, on nous dit, on considère donc une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne 6. Alors, effectivement, on aurait pu l'observer nous-mêmes que la moyenne est de 6, mais effectivement, il nous l'annonce. On donne ci-dessous la courbe représentative donc, de la fonction de densité f associée à cette variable aléatoire x. La partie grisée vaut 0,95 unités. Alors 0,95 unités, on le sait très bien, ça correspond à une amplitude de part et d'autre de 2 fois l'écart type. Donc alors ça, on a obligatoirement appris ça par cœur pour le baccalauréat, puisqu'on sait que l'on va tomber dessus, c'est quasiment certain. Maintenant, c'est devenu un incontournable des sujets, cette loi normale. Donc il est indispensable d'apprendre ça par cœur. Et donc ici, effectivement, on a 2 fois l'écart type. Et si on regarde l'amplitude totale donc, de notre zone grisée, et si on la divise par 2, on voit que de chaque côté, faites attention aux unités, parce que vous voyez, là, ici, on pourrait, si on va trop vite,
d'accord, ne pas bien regarder l'unité. Et comme il y a 3 carreaux, on pourrait penser qu'il y a 3 de chaque côté. Or, en fait, la graduation, elle est de 2 en 2. D'accord? Donc là encore, il faut être vigilant par rapport à cette graduation et se dire qu'effectivement, de part et d'autre de la moyenne, en fait, on a 6 unités qui ont été grisées à gauche et à droite. Ce qui nous indique donc que l'écart type est égal à 3. Et eux, ils nous disent que l'écart type de la série x est égal à 6. La réponse est donc fausse. Voilà. Donc cet exercice a été donné il y a très peu de temps, puisqu'il a été donné la semaine dernière, donc en Nouvelle-Calédonie. C'est un sujet qui est encore un sujet entre guillemets mouture 2018, mais on va avoir très rapidement Pondichéry qui va nous donner une très bonne mouture pour 2019. Ce sont des sujets qu'il va falloir faire. Alors nous, ici, au cours du Parnasse, on vous propose de réviser donc le bac sur un week-end. On a mis en place un week-end de révision mathématique où on va prendre le temps en 12 heures de balayer la totalité du programme. Et donc, on commence. Alors, je vais vous donner le planning avant d'attaquer les sujets de S. Donc, voilà donc le planning pour les terminales ES. On a 2 week-ends que j'animerai entre le 6 et le 7 avril et le 18 et 19 mai pour les terminales ES. Donc, des week-ends sur lesquels on prendra le temps de bien décortiquer les sujets et de surtout se donner des méthodes sur chaque sujet type pour effectivement se donner un maximum de chances d'avoir une très bonne note en ES au bac, ce qui est pas difficile si on est bien préparé et surtout si on a pris le temps d'apprendre et surtout de comprendre les enjeux fondamentaux dans chaque type de question. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Et ça, c'est très important de savoir ce que le sujet attend de vous. Parce que comme ça, vous pouvez être pertinent dans votre réponse. Et souvent, les élèves sont perdus parce que non seulement ils ne comprennent pas la question, et en plus, comme ils n'ont pas bien les outils ne sont pas tout à fait maîtrisés, eh bien, en fait, ils se perdent dans les exercices. Alors, c'est très facile de s'y repérer correctement. Donc, voilà, 2 week-ends pour les ES. Pendant que j'y suis, il y a aussi 2 week-ends, un que j'animerai et un autre qui sera animé par un éminent collègue également, le 25 et le 26 mai, et le 8 et 9 juin. Voilà, ça c'est pour les terminales S. Donc pareil, sur la même structure, hein, 4 heures le samedi, 8 heures le dimanche. Vous allez me dire, mais on fout notre week-end en l'air. Bah oui, mais 12 heures pour réviser le bac, c'est quand même pas énorme. Pour les ES, ça vous laisse le temps de bien bosser la philo, l'éco et l'histoire. Et pour les S, ça vous laisse évidemment le temps de bosser l'histoire, la bio et la physique. Et on se charge, nous, des mathématiques. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne donc nos week-ends au sein du cours du Parnasse. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, je vais revenir maintenant pour le sujet de S. Voilà. Donc, les ES qui nous ont suivis, eh bien, s'ils veulent rester, il ne faut pas hésiter à rester pour voir un petit peu ce que font les S. Mais là, j'ai choisi quelque chose. Donc, j'ai choisi le vrai faux qui est tombé donc lui aussi en mars 2019, donc dans la même académie, et là qui va traiter, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, très souvent, on a le traitement du chapitre en S des complexes et de la géométrie dans l'espace, soit sous forme de vrai faux, soit sous forme de QCM. Et là, on voit que l'on a donc ici un vrai faux, et donc avec des affirmations. C'est un exercice à 4 points. Bien, alors allons-y. Donc, nous allons lire ensemble ces questions et nous allons y répondre, évidemment. Donc, 4 questions pour cet exercice qui ne parle que des complexes. Il y a un tout petit peu de trigo à la fin, mais mélangé au complexe, c'est pas du tout étrange. Alors, l'équation d'inconnu, donc z facteur de z carré moins 8z plus 32, affirmation 1. Les points dont les affixes sont les solutions de l'équation E sont les sommets d'un triangle d'air égal à 16 unités d'air. Alors, vous analysez la question. Vous êtes en présence donc d'un produit de facteurs. Donc, on a une première solution qui est z égale 0. On a une deuxième solution qui est une équation
donc du second degré dans C, le delta de cette équation est effectivement négatif, ce qui va nous amener en fait à deux solutions qui sont des nombres qui vont être conjugués, c'est-à-dire deux points qui vont être symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Okay, donc, on va être en présence d'un triangle isocèle. D'accord? Et on va nous demander de calculer l'aire de ce triangle. Donc, on n'est pas tellement stressé, parce qu'on se dit dans notre tête, puisque j'ai un point qui est l'origine et que je vais avoir deux points qui vont être symétriques, en fait, je pourrais toujours décomposer mon triangle isocèle en deux triangles rectangles. Et l'aire d'un triangle rectangle, c'est base par hauteur. D'accord? Donc, quelque part, on sait que cet exercice va être facile. Vous voyez, la lecture de l'énoncé me permet de savoir que c'est vraiment une question simple. D'accord? Je vais être amené au pire, parce que je peux peut-être être encore plus efficace, je vais être amené au pire à calculer l'aire de deux triangles rectangles dont je connaîtrai les côtés, puisque les côtés seront respectivement l'abscisse et l'ordonnée, peut-être en valeur absolue, parce qu'il va falloir évidemment avoir des distances, mais des points qui correspondent aux deux solutions de l'équation z carré moins 8z plus 32. D'accord? Bien. Alors, donc, maintenant que vous avez mis ça dans votre tête et que vous devez rédiger la question, eh bien, voilà comment vous allez faire. Vous allez dire en introduction, ceci est une équation dans C, d'accord, d'après le théorème du produit nul, soit z est égal à 0, soit z carré moins 8z plus 32 est égal à 0. Voilà, résolvons z carré moins 8z plus 32 égale 0. Donc là, je vais passer peut-être en plein écran pour que l'on voit mieux. Voilà. Alors, à ce moment-là, nous allons calculer le discriminant. Alors, nous avons donc z carré moins 8z plus 32 égale 0. Un discriminant qui va être relativement sympathique. Il va nous faire donc 8 fois 8, donc 64, moins 4 fois 32. 4 fois 32, c'est 2 fois 64. Donc moins 64 moins 2 fois 64, donc moins 64. Voilà. On n'est pas stressé. On sait que moins 64, c'est le carré de 8i. On a donc deux solutions complexes conjuguées qui sont donc 8 moins 8i sur 2 et 8 plus 8i sur 2. Elles sont bien sûr conjuguées, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça nous fait 4 moins 4i et ça nous fait 4 plus 4i. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on est capable de lire ce 4 plus 4i? Est-ce qu'on est capable de lire ce 4 moins 4i? Évidemment, ce sont des points qui sont respectivement sur la première et sur la deuxième bissectrice des axes. C'est-à-dire qu'on est pile poil sur les deux bissectrices des axes. Ici, on a 4 premiers points et 4 moins 4 second point. D'accord? C'est-à-dire que notre surface ici et notre surface ici, elles sont parfaitement identiques. C'est-à-dire que cette partie-là et cette partie-là sont les mêmes. Donc, en fait, en réalité, la surface de mon triangle, eh bien, on l'a directement en visu ici. Elle est de 16 en unité d'aire. 4 fois 4. Et donc, que disait l'unité? Que disait l'énoncé? L'énoncé nous disait, est-ce que c'est 16? Oui, c'est 16. Alors maintenant qu'on l'a vu, on est content, mais il va falloir néanmoins le rédiger. Donc, comment va-t-on faire pour le rédiger? Eh bien, nous allons nommer les points.
les images des trois nombres complexes, z égale 0, z égale 4 moins 4i et 4 plus 4i, on va les appeler respectivement, donc lui, il s'appelle O, on va appeler A et B, et il suffira que l'on fasse donc la distance AB, donc multipliée par la distance ici, OI, et qu'on divise par 2, et on trouvera bien sûr sur 16. Cela ne pose aucun problème. Voilà. Donc, première question, plutôt tranquille. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Bien. Alors, affirmation numéro 2. On nous dit module de z-3 égale module de z plus 3. L'ensemble E est le cercle de centre O et de rayon 3. Alors ça, théoriquement... Alors, attendez, je vais vous le remettre parce que vous ne le voyez plus, là. Voilà. Ici. Donc, voilà, c'est mieux comme ça. Donc ici, est-ce que vous voyez donc la deuxième question? Donc le module de z moins z3 est égal au module... non, le module de z moins z3. Le module de z moins 3 est égal au module de z plus 3. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que, parmi ceux qui ont fait S, est-ce que vous voyez quelque chose qui vous concerne dans cet ensemble de points? Est-ce que, effectivement, cet ensemble de points a un sens pour vous? J'attends les réponses. Alors, est-ce que ça a un sens pour vous? Alors, c'est un grand classique celui-là, hein. Donc, si vous êtes en S, vous devez connaître la réponse de ce genre d'ensemble de points. On s'y attend le jour du bac. En fait, on s'attend soit à Z moins ZA est égal à Z moins ZB, soit on s'attend à module de Z moins ZA est égal à R. Et ces deux ensembles de points doivent être connus. Alors, est-ce qu'on connaît la réponse à ce genre de choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors... Oui, bien sûr, il s'agit d'une médiatrice. Tout à fait. Donc, qui est-ce qui nous a dit ça? C'est Alice qui nous dit effectivement, oui, il s'agit d'une médiatrice. En fait, il s'agit de la médiatrice. Donc, de quel ensemble de points? Eh bien, la médiatrice des points respectivement de coordonnées 3, 0 et de coordonnées moins 3, 0. En fait, il s'agit tout simplement donc de l'axe des ordonnées. Donc, comment va-t-on faire pour exprimer cette solution? Eh bien, on va tout simplement traduire, d'accord, cette égalité en module en une égalité en distance. Et on va écrire qu'on va appeler M le point d'affixe Z, on va appeler A le point d'affixe 3, on va appeler B le point d'affixe moins 3, et donc on va dire que cette égalité en module va se traduire par Z moins ZA est égal à Z moins ZB, et le module de Z moins ZA c'est la distance AM, le module de Z moins ZB c'est la distance BM, on va donc arriver à l'ensemble de points M du plan tel que AM égale BM, et ce sera donc la médiatrice de AB. Voilà, et donc l'affirmation est évidemment fausse. Bien. Ensuite, la question 3. Donc cette question 3 est relativement intéressante. Elle nous dit, on considère la suite de nombres complexes. Alors, il faut quand même que je vous l'affiche. Hop. 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 Voilà. Elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit l'ensemble
Donc, on considère donc la suite de nombres complexes Zn qui est définie par Zn est égal à 1 plus i racine de 3 à la puissance n. Pour tout entier naturel n, on note mn, le point d'affixe Zn. OK. Pour tout entier naturel n, les points mn, o et mn plus 1 et mn plus 3 sont alignés. Voilà la question. Alors, d'abord, il faut une analyse tout à fait cohérente de qui est Zn. Alors, 1 moins i racine de 3, notre analyse, elle est très simple parce que 1 moins i racine de 3, on le connaît comme nombre complexe. Ce n'est pas un nombre complexe qui nous est étranger. 1 et racine de 3 représentent effectivement à un coefficient 1/2 près, donc le cosinus et le sinus. De quel angle? Hyper connu. Donc 1/2 en cosinus et moins racine de 3 en moins 1/2 en cosinus et moins racine de 3 sur 2 en sinus, eh bien évidemment, c'est la mesure de moins pi sur 3. Donc, comment s'écrit mon nombre complexe Zn? En fait, il ne s'écrit pas 1 moins i racine de 3, mais il s'écrit tout simplement 2, puisqu'on a dit qu'au coefficient 1/2 près. Donc, ça nous fait, il s'écrit 2 i moins pi sur 3. Très bien. Alors, la présence de ce moins pi sur 3 et la présence de m indice n plus 3 nous met effectivement la puce à l'oreille. Et on se dit, OK, ça me semble tout à fait cohérent que les points soient alignés. Reste à ma charge maintenant, eh bien, d'en faire la démonstration. Et évidemment, tout à l'heure dans la question, et on voit un peu la cohérence quand on réfléchit un petit peu à comment ils ont structuré l'énoncé, eh bien, vous voyez que dans la question d'avant, alors on a commencé par faire les indiscriminants sur les nombres complexes, donc grand classique. Ensuite, on a parlé des modules. Et il serait tout à fait cohérent maintenant que l'on parle de quoi? Eh bien, il serait tout à fait cohérent maintenant que l'on parle des arguments. Donc, on se dit, OK, je vais utiliser les arguments pour démontrer que mes 3 points sont alignés. D'accord? Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de calculer? Comment on va utiliser les arguments? Et on va utiliser les arguments pour calculer quel angle. D'accord? Donc, nous, pour démontrer que les points O, M indice N et M indice N plus 3 sont alignés, il serait bien séant donc, de calculer l'angle formé par les vecteurs O, M indice N plus 3, O, M indice N. C'est-à-dire que, si j'écris ici, je vais effacer un tout petit peu ça. Donc, O, M indice N plus 3, O, M indice N. Voilà, tout simplement. Et il s'agirait de se dire à quel argument correspond cet angle-là. D'accord? À quel argument correspond cet angle-là? Eh bien, ça, c'est l'argument, à 2 pi près, de Z indice N plus 3 sur Z indice N. Tout simplement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à écrire, donc, tout simplement, Z indice N sous forme exponentielle, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Donc, nous avons remarqué que 1 plus i racine de 3 moins i racine de 3, c'est égal à 2e de moins i pi sur 3. Je vous passe les détails de la démonstration, mais vous savez tous faire ça directement. Et puis, vous savez surtout tous trouver ce résultat sans aucun problème. Et nous n'avons plus qu'à donc mettre z indice n plus 3 et z indice n. Et qu'est-ce qui va rester comme différence? Eh bien, il va tout simplement nous rester un moins pi sur 3 à la puissance 3, donc moins pi. Et donc, l'argument sera de moins pi, et donc, ça prouvera que les points sont alignés. Vous voyez, la rédaction de cette question-là n'est pas très compliquée. En tout cas, elle est anticipable sans aucune difficulté par une bonne lecture. Et après, évidemment, la mise en place de la rédaction, elle est un petit peu plus longue. D'accord? Mais en tout cas, vous avez l'idée. Et donc, après, le rédiger, ce n'est pas très compliqué. Dernière question. Dernière question, qu'est-ce qu'on nous pose comme question? On nous dit, on considère l'équation d'inconnu
le nombre réel x avec sinus x facteur de cos carré x moins 1 est égal à 0. Et on nous dit que cette équation admet exactement 4 solutions sur un tour complet, c'est-à-dire sur moins pi. Donc sinus x, ok, il va avoir comme solution 0 et pi, on vous l'accorde. Ensuite, 2 cosinus carré x moins 1, ça va se factoriser. Ça va se factoriser comment? Ça va se factoriser racine de 2 cos x moins 1, facteur de racine de 2 cos x plus 1. C'est-à-dire soit cosinus x est égal à 1 sur racine de 2, soit cosinus x est égal à moins 1 racine de 2, c'est-à-dire soit cosinus x est égal à racine de 2, soit cosinus x est égal à moins racine de 2. Ces deux équations vont donner toutes les deux, en fait, 2 solutions. Donc, on voit tout de suite qu'on en a 6 solutions. D'accord? Mais là, donc, puisqu'il s'agit de démontrer que c'est faux. Et pour démontrer que c'est faux, il ne faut pas s'amuser à faire toute la démonstration. Il faut juste exhiber un contre-exemple. Donc, eux, ils nous ont donné moins pi sur 4 et pi sur 4. Et nous, on s'est aperçu, donc, moins pi sur 4 et pi sur 4, c'est ceux qui sont dans la zone où le cosinus est positif. Il faut juste choper un angle qui fasse effectivement aussi la valeur de moins 1,5 dans la mesure principale. Donc, on peut prendre comme exemple, par exemple, 3pi sur 4. Et on va remplacer x par 3pi sur 4 et on va démontrer que ça fait 0. Et donc, on pourra ainsi affirmer que cette proposition est fausse. Ça ne sert à rien d'aller faire une démonstration complète en résolvant complètement l'équation, puisqu'on a anticipé le fait, par une lecture précise, qu'elle était fausse. Donc, on se dit, bah voilà, moi je vais vous calculer cette équation en 3pi sur 4, et vous allez voir, ça va faire 0 aussi, donc votre affirmation est fausse. Voilà, terminé. Voilà, donc ça c'est vraiment, cet exercice, il est structuré d'une façon très intelligente. Le côté algébrique des nombres complexes avec la résolution d'une équation du second degré classique, l'utilisation du module et l'utilisation de l'argument. Donc là, on peut dire, effectivement, avec cet exercice, on teste évidemment les capacités d'un élève de terminale S à faire face à des questions sur les complexes qui sont quand même très très bien réparties. Voilà, sur la totalité du chapitre. Et à chaque fois qu'un exercice vous est posé, vous devez vous mettre dans la tête de vous dire à quelle partie et qu'est-ce qu'ils attendent de moi, qu'est-ce que l'énoncé veut que je lui montre de ce que je sais. Voilà. Bien, bah écoutez, j'espère que je vous ai convaincu du fait qu'on peut tout à fait, par une certaine qualité de lecture, arriver à être ultra efficace, en tout cas optimiser ses connaissances pour préparer le bac. Je vous remets donc les dates pour les terminales S, donc 25, 26 mai, 8 et 9 juin, on est vraiment dans les dernières lignes droites, donc ça sera justement le moment de faire les derniers réglages, de vous dire, bon, on fait ça à fond pendant tout un week-end et après les maths, c'est bon, c'est fait pour nous. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt au cours du Parnasse. Merci à vous, bonne soirée et bonne révision, bon bac, bon courage, etc., etc.